Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel. Philippe Collin, bonjour. Bonjour à tous. Cette voix, vous la connaissez parce que nous vous autorisons à écouter en dehors de RCJ uniquement les podcasts de Philippe Collin. Vous le savez, c'est la seule chose. Merci. Non, mais je vous en prie, vous pouvez faire pareil, vous pouvez dire pareil à vos auditeurs. Très bien. Philippe Collin, journaliste, auteur, producteur qu'on ne présente plus, la grande voix du récit historique en France. On vous avait reçu pour les précédents podcasts qui sont écoutés par un nombre tellement phénoménal d'auditeurs que... vous aidez pas les autres radios, Philippe, mais tant mieux. On est quoi, le dernier? Oui, si vous êtes une locomotive, voilà. Vous poussez les gens à écouter des podcasts. Voilà. C'est combien de... On est à 31 millions. Oui. Globalement. Oui, voilà. Et Dreyfus est à plus de 2 millions. Déjà, Dreyfus a plus de 2 millions. Alors, il est sorti il y a quoi? Il y a un mois et demi, même pas. Le 11 décembre, donc un peu plus, 3 mois. En plus, vous l'avez sorti pour mon anniversaire, dites-moi. Ce serait incroyable. Enfin bon. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Vous revenez évidemment sur l'un des plus grands scandales judiciaires de l'histoire française. J'aime beaucoup ce titre. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Parce que c'est un combat, c'est le combat de ceux qui ont courageusement combattu, c'est le cas de le dire, pour que la vérité éclate. Après vos précédents podcasts, Philippe Collin, je crois que vous avez dit dans plusieurs interviews, en fait c'est la série des séries Dreyfus. On a beau étudier différentes parties de l'histoire, on y revient toujours. Exactement, je l'ai dit comme une sorte de blague, mais c'est tout à fait réel, c'est la série des séries. Pourquoi? Parce qu'on a fait plusieurs séries consacrées à cette grande fresque politique du XXe siècle, et systématiquement, Sandrine, on a croisé la figure d'Alfred Dreyfus. Chez Pétain, chez Céline, chez Leclerc, chez les Résistantes, chez Léon Blum, bien sûr, et on s'est aperçu qu'il était assez central, lui, et son affaire dans l'histoire politique et sociétale de la France au XXe siècle. Donc on s'est dit, peut-être qu'il faut aller à l'origine de toutes nos séries et aller sonder qui était Alfred Dreyfus, à la fois dans sa vie d'homme et dans son legs, dans son héritage. Est-ce que vous pensez, en démarrant la série, 10 heures, donc 10 épisodes, que ce serait aussi complexe et aussi long? Vous m'avez dit hors antenne, c'était 9 mois. Oui. Et 9 mois avec une équipe autour de vous. On est à peu près 10, donc c'est pas rien. Et on savait que ce serait difficile, parce que c'est un dossier difficile, parce que l'affaire Dreyfus est difficile à comprendre dans ses nuances et dans ses complexités, justement. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Voilà, parce que l'enjeu de nos séries, Sandrine, c'est de partir d'un savoir savant, les historiens, les historiens, l'université, et d'en faire un récit populaire. Donc, le savoir savant pour tous, pour faire vite. Mais ça, c'est jamais simple, parce que comment est-ce qu'on simplifie sans trahir, sans réduire une pensée complexe, celle de Perrine Simon-Naoum, celle de Milo Lévy-Bruhl, celle de Pascal Horry, voilà. Comment est-ce qu'on fait? Et alors, c'était pas simple avec Pétain, avec Céline, mais là, c'est encore plus compliqué. Alors, un nombre d'historiens impressionnant, effectivement, pour vous accompagner, pour témoigner, et ce choix d'une narration immersive avec des grandes voix de la comédie française, comme Denis Podalides, ou d'autres. Pourquoi aussi ce choix? Pour plonger véritablement comme si on y était? Oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on traverse une époque émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions, avec un danger pour le savoir. C'est que le savoir au sens le savoir, avec un S majuscule. Le danger, c'est que parfois l'émotion prend le pas sur le savoir. Et ça, c'est un peu un danger qui guette les sciences sociales et les sciences humaines. Mais quand même, il ne faut pas nier l'époque qu'on traverse. Donc, l'émotionnel est au cœur de notre société. Donc, quand on fait de l'histoire aujourd'hui, je crois, il faut essayer de passer par l'émotion pour faire passer le savoir. Et incarner un personnage par une voix d'acteur, d'actrice, qui ont le talent qui va avec et qui viennent donner, par exemple, des lectures d'Éric Ruff dans les correspondances d'Alfred avec Lucie, par exemple, lors de la détention, ça amène une dimension très humaine, donc très émotionnelle, et donc on peut se projeter un peu plus dans le destin d'Alfred Dreyfus et peut-être comprendre mieux sa situation, ses enjeux, ses angoisses, ses tiraillements, ses désirs, voilà. Et donc le porter par une voix humaine
telle celle de Ruff, ça permet, je crois, de créer un lien plus fort avec l'auditeur et l'auditrice. Ça marche aussi, j'ai envie de dire, tout cela si vous avez les connaissances aussi pour certains historiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que certains utilisent l'émotion pour parler d'événements actuels ou même pour parler d'histoires passées, mais sans avoir les connaissances historiques et en se basant simplement sur l'émotion. Oh là là, les méchants, oh là là, tant de morts, oh là là, etc. Donc c'est une combinaison, à la fois l'émotion de l'humain et la connaissance historique. Et oui, et il faut dire que dans la combinaison, ce qui est au cœur de ce projet de série de podcasts, c'est le savoir universitaire. Je le dis parce que nous commençons toujours de la même manière, c'est-à-dire que nous établissons, entre guillemets, un casting d'historiens et d'historiennes qui sont au cœur de ce projet. D'ailleurs, vous savez, Sandrine, chaque épisode fait 54 minutes, 55 minutes, oui. Et il y a au moins 24, 25, 26 minutes consacrées à la parole des historiens. Ça veut dire au moins la moitié de chaque épisode, au cœur de ce récit, c'est la parole scientifique, à laquelle on agrège en effet des éléments de fiction, de narration, ma voix qui raconte bien sûr, mais Ruff qui lit des textes. Voilà, en fait, on vient greffer sur un savoir scientifique de sciences sociales des éléments narratifs. Mais je le répète, au cœur du projet, c'est le savoir. Et ça nous ramène à Dreyfus, d'ailleurs. Voilà. Alors, exactement. 10 épisodes et vous parliez d'humain à l'instant. C'est aussi la découverte de l'homme derrière l'affaire. Parce qu'on a souvent eu une image de l'homme Dreyfus un peu, comment dire, un peu sûr de lui, un peu fier, un peu pas très sympathique, on va se le dire. Et vous remontez évidemment à l'enfance et à tous les côtés différents d'Alfred Dreyfus. On va commencer par rendre hommage à Vincent Duclerc, qui est le grand biographe, et Philippe Auriol. Les deux ont beaucoup travaillé pour rehausser l'image que nous avons de Dreyfus. Et cette série, elle s'inspire de leurs travaux universitaires. Et c'est vrai que quand on se plonge à la fois dans les travaux universitaires de Duclerc et Auriol, puis quand on va aux sources de ce qu'a été Dreyfus, même en tant qu'écrivain, parce qu'il a beaucoup écrit Dreyfus, on s'aperçoit à quel point on a été, j'allais dire manipulé, c'est pas forcément le mot, mais à quel point on a été trompé sur l'image de Dreyfus, y compris par les Dreyfusards. Oui. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais parce qu'en fait, on a beaucoup eu l'image entretenue par la littérature, par le cinéma, d'un personnage un peu falot, un peu accablé par son sort, voire un peu lâche, pas très combatif, un peu hautain, un peu méprisant, etc. Et en fait, quand on va à la source, c'est tout à fait l'inverse. On a affaire à une personne extrêmement combative, extrêmement consciente de ce qui lui arrive, extrêmement consciente de l'enjeu qui le concerne, le combat pour le savoir et la vérité. Et donc, en traversant les travaux universitaires de Auriol et de Duclerc, on s'aperçoit que c'est un héros civique. C'est un héros civique qui a été très mal perçu, mal transmis depuis 130 ans, en vérité. Donc, vous rétablissez la vérité sur l'homme, parce que la vérité en tant que telle, elle a été établie depuis longtemps, sauf si, enfin, à part certains dont on parlera aussi peut-être tout à l'heure. On va écouter un extrait du premier épisode, Philippe Collin, qui nous plonge vraiment dans l'histoire. Voici l'histoire d'une machination judiciaire. Voici l'histoire d'une machination judiciaire. C'est l'histoire d'une cicatrice. Au sommaire de cette émission de rentrée ce soir, nous allons essayer avec vous, ensemble, de rouvrir le dossier de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Une querelle française qui s'estompe dans les mémoires. Et pourtant, c'est une balafre autour de laquelle s'est redessinée la société française du XXe siècle. Alors Philippe Collin, ça, on est dans le premier épisode, cette balafre. Est-ce que la société française du XXe siècle, vous dites, c'est une balafre autour de laquelle s'est redessinée la société française du XXe siècle? Est-ce qu'on s'en rend compte tout de suite à l'époque? Non. Non, enfin, même si beaucoup de choses se mettent en place, à la fois les intellectuels, évidemment, qui prennent parti pour Dreyfus, les partis politiques vont se redessiner assez vite au début du XXe siècle, donc les choses se mettent en place. Mais il faut prendre de la distance et la patine du temps pour s'apercevoir à quel point cette affaire est venue irriguer le XXe siècle. Et cette affaire, je le dis en introduction, vous avez bien fait de le repasser, ce n'est pas une erreur, il faut bien le redire, hein, c'est une machination judiciaire. C'est un complot organisé contre le capitaine Dreyfus, jeune capitaine d'artillerie de 35 ans. Et c'est important parce que le complot sous-entend qu'il y a une malveillance au sein de l'état-major français d'officiers supérieurs qui
donc d'entrée de jeu, désigne un coupable idéal. Et ça marque aussi la société française pour la suite, parce que l'armée n'a pas été digne de ce qu'elle aurait dû être, évidemment. Je vais vous demander un truc impossible. Philippe Collin, imaginons qu'il y a des enfants qui nous écoutent, ça arrive, allez, on va dire du 12-13 ans. Comment vous leur pitchez, comme disent les jeunes aujourd'hui, en 1 minute ou 1 minute 30 l'affaire Dreyfus? Alors, il y a un contexte particulier où nous sortons d'une guerre contre les Allemands, les Prussiens, en 1870, que nous avons perdue. Et il est question de récupérer l'Alsace et la Moselle. Ce sera un des ressorts de la Première Guerre mondiale. Mais entre ces deux guerres, on s'espionne, on s'épie, on se regarde, on se défie. Et donc, il y a un climat d'espions et d'affaires militaires et politiques. Et dans ce climat-là, il se trouve qu'un jour arrive par un service d'espionnage français le fait est qu'un officier français serait en train de trahir la France en donnant des documents très secrets à l'armée allemande. Et par un coup du sort, mais aussi par un mauvais sort malveillant et antisémite, l'état-major français va désigner un jeune capitaine d'artillerie alsacien, d'origine juive d'ailleurs, tout simplement, comme le coupable. Et plutôt que de mener une enquête à charge et à décharge, c'est-à-dire une enquête équitable, la justice, on va tout de suite dire, évidemment, il est coupable parce qu'il est juif. Il n'est pas un vrai Français, il a trahi la France. Et donc, le pauvre Alfred Dreyfus, lui qui est tant amoureux de la France, tant amoureux de la République, qui a choisi l'armée et l'uniforme, il faut quand même le répéter régulièrement, se retrouve pris dans une machination, un complot contre lui, extrêmement inique, extrêmement injuste, et donc va se déclencher autour de l'affaire et d'Alfred un combat qui au départ est tout petit. C'est uniquement les Dreyfusards, c'est une poignée, c'est la famille, c'est le frère, c'est la femme, c'est Lucien Lévy-Bruhl, c'est tout petit, c'est Bernard Lazare, et ce combat va s'étendre pour en faire un combat de société, à la fois au nom d'une vision du monde et de la République, contre les ennemis de la République et ceux qui sont adversaires de la vérité scientifique. C'est un peu complexe, mais bon. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien résumé. Je n'en doutais pas, voilà. C'était une fausse question piège. Philippe Collin, vous parlez de ceux qui étaient au début, puis ceux qui, comme il y a eu les résistants de 45, de juin 45, on va dire ça comme ça, il y a eu les Dreyfusards d'après la conclusion, entre guillemets, de l'affaire, après l'innocence du capitaine Dreyfus. Oui, d'ailleurs, c'est assez complexe parce qu'il faut imaginer qu'en fait, il y a 3 catégories. Il y a les Dreyfusards, les Dreyfusistes et les Dreyfusiens. Ouais. C'est un peu complexe, mais on va prendre 30 secondes. Les Dreyfusards, c'est très simple. C'est ceux qui, dès le départ, prennent position pour Dreyfus. Donc, très petits, la famille, on les évoquait, les amis proches, quelques intellectuels. Lucien R, par exemple, le bibliothécaire de l'École normale supérieure. Donc, très petits qui veulent défendre Dreyfus, l'homme. Puis arrivent les Dreyfusistes, qui sont des idéalistes, qui veulent défendre Dreyfus au nom des valeurs de la République. Donc très humaniste, très idéaliste. Dreyfus devient l'enjeu d'un combat pour une meilleure société. Et puis il y a les Dreyfusiens, qui eux sont républicains, mais qui au nom de la République, il faudrait solder l'affaire vite pour passer à autre chose. En gros, que les affaires continuent, etc. Et donc eux, en effet, ils arrivent un peu sur le tard, ils en ont marre de l'affaire Dreyfus, et il préférait qu'on passe à autre chose très vite. Voilà, donc il est gracié, c'est déjà pas si mal. Allez hop. Tournons la page. Voilà, alors que le combat doit mener jusqu'à l'innocence de Dreyfus, évidemment. Donc c'est assez complexe. Il y a plein de groupes sociaux, c'est difficile. Et alors, comment on appellerait, du coup, Philippe Collin, quelqu'un qui déclarait en 2020, me semble-t-il, je cite, pour Dreyfus, et très vite, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout à fait prêts à dire « Oui, Dreyfus est innocent », même si c'est trouble, cette histoire aussi. Cette même personne qui dirait dans la même interview, Dreyfus est visé parce qu'il est juif, mais pas vraiment. En fait, il est surtout visé parce qu'il est allemand, entre guillemets. Évidemment, je ne vous fais pas l'injure, vous avez reconnu que c'était les propos d'Éric Zemmour. Et je renvoie d'ailleurs à... Je l'ai découvert en travaillant sur cette émission, l'excellent blog de la Société internationale d'histoire d'Alfred Dreyfus, avec un très long papier de Philippe Auriol, dont vous parliez il y a un instant, qui s'appelait « Ce que Éric Zemmour fait de l'affaire Dreyfus ». Comment ça s'appelle, les gens qui, comme Zemmour, et d'autres parlent de Dreyfus comme ça en disant même si c'est trouble cette histoire aussi en 2020. Ça s'appelle des gens qui veulent attaquer la République. Ça s'appelle des gens qui veulent mettre en doute une historiographie.
Ça s'appelle des gens qui s'inscrivent dans un héritage, Sandrine. C'est-à-dire que jouer avec l'affaire Dreyfus, c'est s'inscrire dans la veine de Maurice Barrès, Charles Maurras, Philippe Pétain. Disons-le clairement. C'est-à-dire que quand on met un doute sur cette affaire, on se classe d'un certain point de vue. Et il est très clair, c'est une lignée. Et je crois qu'Éric Zemmour pourrait presque l'assumer, en vérité, au fond. Il serait peut-être un peu comment dire, froissé, mais en vérité, non. Au fond, c'est ce qu'il est. Il joue ce jeu-là, en vérité. Alors, autre citation d'un autre homme politique actuel, après on va revenir à l'histoire, là aussi je suis sûre que vous allez reconnaître, on est en 2014 et quelqu'un parle de comparaison entre l'affaire Kerviel et l'affaire Dreyfus. Quand Dreyfus a été accusé à tort, il y a eu un débat dans la gauche pour savoir s'il fallait le soutenir. Jaurès hésite, comme moi au début, c'est donc comparé à Jaurès, Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu un réflexe, j'ai hésité, puis j'ai fait le même raisonnement que le grand Jaurès. Et donc 2014, Mélenchon compare l'affaire Dreyfus à l'affaire Jérôme Kerviel. Pourquoi ? Je ne sais pas quoi vous répondre. Enfin, comment dire ? Je trouve ça à la fois sournois, je trouve ça dangereux. Dreyfus est un cas à part. On ne compare pas Dreyfus. D'ailleurs, de manière générale, on ne compare pas des événements historiques, si tant est que l'affaire Kerviel soit un événement historique, ce qu'il n'est pas. Et qu'est-ce que je peux ajouter ? Je peux ajouter que... comment dire ? Là, Mélenchon est assez retors, puisqu'il se compare à Jaurès aussi. Hein. Marquez, il y en a une autre qui s'est comparée à Léon Blum et qui pensait qu'elle était meilleure que Blum. Oui, donc, voilà. Mais donc c'est assez retors et c'est toujours un peu inquiétant. Voilà, c'est toujours un peu inquiétant, ce genre de discours qui ne font pas honneur à ce qu'est à la fois l'université française et les travaux des historiens depuis 100 ans. Voilà, en vérité. Comment est-ce qu'on peut effectivement revenir encore aujourd'hui sur l'affaire Dreyfus, de manière plus large aussi, parfois, et c'est le même personnage, Éric Zemmour, sur Pétain. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela encore ? Est-ce qu'on ne se dit pas à un moment donné, voilà, c'est des faits historiques, pourquoi est-ce qu'on revient encore dessus ? Comment c'est possible ? Je crois que c'est des enjeux mémoriels, des enjeux politiques. Je crois que ça raconte aussi un désir de fracturer la société française. Voilà, je crois ça. Je crois que plutôt que de mettre en avant ce qui peut nous unir, on cherche à nous désunir. C'est un peu le jeu aujourd'hui de la polarisation. Oui. Voilà, donc ça fracture la société française. Et vous savez, par exemple, si on parle de l'extrême droite, par exemple, sans guerre civile, il n'y a pas d'extrême droite. Oui. Donc elle a besoin de fracturer la société. Donc elle a besoin de venir mettre des coins entre nous. Comme ça, on se disloque et on organise une lutte fratricide, entre guillemets, entre Français. Hein, c'est ça la guerre civile. Et donc l'extrême droite profite toujours de ça. Donc elle a besoin d'attaquer les choses qui nous unissent. Parce qu'au fond, Dreyfus n'est pas une question juive, c'est une question française. Oui, c'est une question de République. Exactement. Hein. Ouais. Donc ce qui est au cœur de cet enjeu, c'est la République. C'est pas Dreyfus, l'Alsacien juif. Vous voyez, c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus grand que ça. Voilà. On va écouter un autre extrait, Philippe Collin, de votre podcast sur Dreyfus, le combat de la République. On parlait tout à l'heure des comédiens. Là, c'est dans l'épisode 2. Il faut écouter cet extrait et après, vous allez nous raconter comment vous avez travaillé avec les comédiens les textes. On écoute tout de suite cet extrait de l'épisode 2. À mon arrivée dans la prison, je fus incarcéré dans une cellule dont la fenêtre donnait sur la cour des condamnés. Je tombais dans un état de surexcitation terrible. Je hurlais de douleur. Je marchais dans ma cellule, heurtant ma tête au mur. Mais quelles que fussent mes tortures, ma conscience veillait et me dictait infailliblement mon devoir. Si tu meurs, me disait-elle, on te croira coupable. Quoi qu'il arrive, il faut que tu vives pour crier ton innocence à la face du monde. Alors on y est, hein, on est complètement dedans. Philippe Collin, comment est-ce que on travaille tout cela et ces textes il y a des textes, vous l'avez dit, qui étaient des échanges de lettres avec son épouse. Comment vous avez retrouvé et mis en scène, entre guillemets, parce que là c'est de la mise en scène radiophonique, tout cela qu'on appelle mise en onde. Mise en onde, exactement, voilà. Vous avez raison. En fait, d'abord, le premier travail, c'est récolter les sources. Donc on cherche tous les écrits de Dreyfus.
à la fois de la correspondance, mais aussi des écrits. Il a raconté sa propre affaire. Donc, on a tout récolté. Et ensuite, avec l'équipe, on choisit les éléments qui nous paraissent les plus opportuns pour la mise en scène, mise en onde. Donc ça, on sélectionne des textes de manière très précise, et ensuite on les confie aux comédiens. Là, Éric Ruff a été extraordinaire parce qu'il il s'est beaucoup inspiré, il a beaucoup travaillé les textes en amont. Et après, on shoot avec lui, on dit shooter, ça veut dire enregistrer, pardon. On enregistre avec lui les extraits. En général, ça fait ça en 2 temps, 2 séances de 3 heures, voilà, c'est assez conséquent. Et il était très fort, Éric, parce qu'il a emporté tout le monde dès l'enregistrement. En cabine d'enregistrement technique, il y avait toute l'équipe qui était subjuguée. J'ai tout de suite compris qu'il avait réussi un truc très fort. Il était porté par le personnage, je pense, et très, très bienveillant. Enfin, c'était très agréable. Et après, on redécoupe tout. Voilà, on fait des petits clips des lectures d'Éric. Et après, on vient ajouter notre dimension artistique avec des ambiances sonores, des extraits de films. On vient créer autour des lectures d'Éric une sorte d'univers sonore qui est assez immersive. Ouais, donc on plonge les auditeurs dans un univers qu'on construit nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant à fabriquer. Et qui permet effectivement à l'auditeur de se projeter et d'avoir les images sans avoir la vidéo. Puisqu'effectivement, les podcasts ne sont pas en vidéo, on le disait hors antenne tout à l'heure. Dans ces 10 épisodes, Philippe Collin, effectivement, il y a la manière dont l'antisémitisme s'ancre dans une société, se nourrit des fantasmes, des peurs et finalement va prospérer bien au-delà de l'époque qu'il a vu naître. Il le déteste, lui et les Juifs. Un enfant joué à dégrader Dreyfus, c'est comme juif qu'il a été poursuivi. Des clichés antisémites alimentent la méfiance envers les Juifs. C'est quelques extraits de phrases aux différents épisodes. Est-ce que la France d'avant Dreyfus était antisémite ? Oui, non, peut-être. Enfin, on sait bien qu'il y a toujours ce vieux fond, comme on dit. Mais est-ce que l'affaire Dreyfus, comme... Je ne vais pas faire de comparaison historique, parce qu'on a dit on ne fait pas de comparaison historique, mais comme certains événements proches de notre histoire actuelle ont réveillé l'antisémitisme, ou en tout cas ont permis à certains qui ne se le seraient peut-être pas permis avant de le dire. Alors, je crois que Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a un antisémitisme qui existe avant l'affaire Dreyfus. Prenons le livre de Drummond, Édouard Drummond, La France juive, 1885, je crois, donc presque 10 ans, 86, j'ai un doute, presque 10 ans avant l'affaire Dreyfus, c'est un grand best-seller. Donc, vous voyez, il y a un terreau qui est là, ça existe. Ensuite, même dans la libre parole de Drummond, il y a eu un feuilleton qui évoquait, avant l'affaire Dreyfus, une affaire d'espionnage, avec un juif déjà qui aurait trahi la France. Déjà, c'était un truc... Voilà. Donc en fait, vous voyez, il y avait ça qui existait, et puis il y a ce vieux fou antisémite religieux qui existe depuis des siècles. Évidemment, c'est le peuple déicide, quoi. Vous voyez, donc la crucifixion de Jésus, c'est les juifs, quoi. Donc voilà, ce vieux relent antisémite catholique. Donc ça existait bien avant l'affaire Dreyfus, en fait, en vérité. Et alors ensuite... Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'affaire Dreyfus déclenche quelque chose qui va même au-delà de l'antisémitisme. C'est que ce qui est important de dire, c'est que la République a émancipé les Juifs. Alors la République, la Révolution française a émancipé les Juifs en 91 exactement. En 91, vous avez raison. Et donc cet héritage républicain, il est à l'origine de l'émancipation des Juifs qui en font des citoyens. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, on va mettre en place au XIXe siècle, alors il y aura des allers et retours, Bonaparte va un peu renier les droits de la population juive en France, etc. Bon, mais on va tout doucement au XIXe siècle intégrer les Juifs et eux-mêmes, d'ailleurs, vont s'intégrer, ce qu'on appelle les Israélites à l'époque, vont choisir la République. Et donc vont entrer en République pour se mettre au service de la République. Typiquement, Dreyfus qui devient un officier supérieur pour défendre la République. Bon. Et vous voyez, en fait, cette affaire Dreyfus, elle révèle à la fois l'antisémitisme, évidemment, puisque ce ne sont pas des vrais Français, mais c'est aussi une manière de s'affronter autour des enjeux de la République. Voilà. Et ça qui est vraiment très important parce que Dreyfus...
ce n'est pas, encore une fois, qu'une question d'antisémitisme. Non, c'est une question d'injustice. Exactement. Et de la République. Et de la République. Vous dites, enfin, c'est pas seulement l'histoire d'une injustice, ni même l'histoire de l'antisémitisme, c'est celle d'un combat. Et Dreyfus, au début, il a confiance. Il a confiance en la capacité de la France à reconnaître son erreur. Cette confiance aveugle parfois à certains moments de l'histoire, il faut bien le dire, des Juifs de France envers la France, envers la République, et évidemment, rétrospectivement, après, c'est toujours plus facile de se dire ils n'auraient pas dû, ils auraient dû, etc. Mais c'est un marqueur important de l'histoire des Juifs en France. L'affaire Dreyfus ? L'affaire Dreyfus, c'est le fait, cette confiance que les Juifs de France ont en la France. Bien sûr, et vous savez comme moi ce qui s'est passé, c'est que l'État français a trahi les Juifs en 1940. Tout à fait, c'est pour ça que je faisais dès le mois d'octobre. Dès le mois d'octobre, sous aucune pression allemande. Il faut quand même le redire. Et ça, c'est important parce que j'imagine aujourd'hui, quand je dis j'imagine, c'est que je le sais, les Juifs de France ont ça en tête. Il est arrivé dans l'histoire de la France au XXe siècle que l'État les trahisse. Alors qu'ils avaient fait le choix d'entrer au service de la République. Oui. Alors, ce n'est pas la République qui a trahi, puisque la République a été abolie par Pétain, mais l'État français, a trahi les Juifs de France. Et ça, je crois que ça change tout, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est une tâche indélébile, le régime de Vichy, et qui nous concerne tous, juifs, non juifs. Parce que je pense que ça a rompu une confiance qui, à mon avis, peut-être définitive, la rupture. Alors, ça ne veut pas dire que la République ne protège pas les Juifs du tout, mais cette crainte-là, elle existe. Parce qu'il s'est passé ça. Il s'est passé que la police française est venue arrêter les Juifs en juillet 42, par exemple, à Paris. Jean-Claude Grimbert, que vous connaissez bien, qui était mon invité il y a quelques jours, quand il parle effectivement de ses parents dans son dernier ouvrage, il dit que quand certains membres de sa famille sont revenus après les camps, il disait « mais comment on va faire confiance aux policiers qui sont venus nous arrêter ?» Évidemment. Et alors qu'on était... voilà. Et la rupture, elle est consommée parce que je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de Juifs se sont battus pour la France. Vous savez, il faut quand même toujours avoir en tête que la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est des Juifs français qui tirent sur des Juifs allemands. Oui. C'est très important de l'entendre parce qu'ils avaient fait le choix de la République. Et puis, 20 ans, 30 ans plus tard, eh bien, on leur dit en fait, non, vous êtes des demi-français, voire des sous-français, voire pas des Français du tout. Et la police française vient vous arrêter. Bon, ça, c'est quand même la grande faillite morale et éthique du régime de Vichy qui restera une tâche sans doute presque éternelle, voilà, malheureusement. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Dreyfus n'est pas seul. Autour de lui, il y a quelques voix qui vont s'élever. Évidemment, c'est sous nos yeux, puisque c'est dans le salon invité de RCJ, cette grande page de J'accuse. Et vous le disiez, Jean Jaurès, lui-même, il va défendre Dreyfus, mais... il y a une petite vision du juif quand même associée au capitalisme. Oui. Voilà, le fait d'être juif est moins une question raciale qu'une question sociale. Voilà, pour Jean Jaurès, le juif c'est quand même un petit peu le capitaliste. Voilà. Jean Jaurès, il a fait le chemin. Et c'est en ça qu'on peut lui reconnaître. Il y part de très loin. Il a des propos très très durs sur Dreyfus, Jaurès, et qui sont des propos antisémites, disons-le clairement. C'est dur de se le rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jaurès fait le chemin. C'est-à-dire il a compris l'enjeu de l'affaire, il a compris l'enjeu de ce qui concerne la République dans cette affaire, et il va arrimer une partie des socialistes à la République. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus va permettre de recoudre le lien entre une partie des socialistes et la République. Et ça, je crois que Lucien Hère et Jean Jaurès sont les artisans de ce rapprochement. Et ce n'est pas un rapprochement anodin. Oui. Ça donne Blum, ça donne des choses très importantes pour l'histoire de France. Et donc ce moment-là où Jaurès comprend son erreur et le chemin qu'il entreprend, il est essentiel même pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, c'est très important. Si on va pas faire de rapprochement, mais quand même, quand on parle de la gauche, de Jaurès, de Blum, etc., quand on voit les figures de gauche aujourd'hui, on voit les figures de la gauche extrême ou de l'extrême gauche et de leur rapport à l'antisémitisme, on est loin, hein. On est loin et surtout qu'il faudrait avoir en tête ce qui s'est passé justement au début du XXe siècle, c'est-à-dire que, je reprends le cas de Jaurès, mais c'est un chemin à suivre. Voilà, c'est un chemin à suivre. C'est que tout le monde n'est pas Jaurès. Voilà, et Jaurès montre le chemin, je crois, qui est un chemin intéressant, qui n'empêche jamais, Sandrine, les réformes sociales. C'est un chemin qui n'empêche jamais les réformes sociales. C'est-à-dire que l'arrivée de Blum au pouvoir, en 1936,
donne naissance à de profondes réformes sociales. Vous voyez, ça n'empêche pas, si on est de gauche, de pouvoir changer la société. Voilà. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Enfin, c'est censé être la base de la gauche. On va écouter un autre extrait, Philippe Collin, de ce podcast. C'est dans l'épisode 3. On est là effectivement sur... c'est un extrait qui est issu du journal de déportation de Dreyfus. On va l'écouter. Dire que dans notre siècle, dans un pays comme la France, imbu des idées de justice et de vérité, il puisse se passer des faits semblables, aussi profondément immérités. J'ai écrit à Monsieur le Président de la République. J'ai écrit au ministre, demandant toujours la recherche de la vérité. On n'a pas le droit de laisser sombrer ainsi l'honneur d'un officier, de sa famille, sans autre preuve qu'une preuve d'écriture, quand un gouvernement possède les moyens d'investigation nécessaires pour faire la lumière. Quand un gouvernement possède les moyens d'investigation nécessaires pour faire la lumière. Là, on en revient au thème de l'injustice, évidemment, et Dreyfus dit « j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre ». Voilà, il se bat et il y croit et il refuse de laisser faire cette injustice. Oui, et on entend sa foi en la République. Oui, et il faut toujours se dire que la fin de l'affaire Dreyfus se solde par une victoire de la République. Oui. Hein. Il y a réhabilitation en 1906. Il retrouve ses droits d'innocent. Et c'est pas rien parce que Dreyfus est une lueur d'optimisme. Voilà. Le combat de Dreyfus, c'est de se dire que quand on se bat pour ces causes-là, on peut gagner. Voilà. On peut gagner et à la fin, il gagne. Ils gagnent tous. Hein. Zola sera mort en 1902, donc il ne vivra pas, mort d'ailleurs dans des conditions très étranges, sans doute assassiné par des anti-Dreyfusards, enfin, par un illuminé, on va dire, mais anti-Dreyfusards. Mais c'est une victoire collective menée largement par le capitaine lui-même. Et à la fin des fins, c'est pas un combat pour rien. Oui. C'est un combat de réhabilitation, c'est un combat de retrouver ses droits et de retrouver son honneur. Voyez. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'en 1914, le vieux capitaine Dreyfus, 55 ans, remet son uniforme pour défendre quoi? La République face à l'Empire allemand, Deuxième Reich. Le vieux capitaine Dreyfus, alors qu'il n'est pas contraint de le faire, alsacien, français, juif, va retourner se battre en tant que militaire. Ça dit son attachement profond à ce qu'était la République française. Voilà. Et à ce qu'était la France. Vos séries, on l'a dit, Philippe Collin, sont écoutées par des millions et des millions de personnes. En France essentiellement, ou c'est aussi dans la francophonie, dans le monde? La francophonie. Aujourd'hui, il y a la Belgique, évidemment, mais on a même fait des échanges avec Radio-Canada, donc au Canada, Québec, donc Canada francophone. Et en Suisse aussi, évidemment, c'est disponible. Voilà. Donc, c'est vraiment très excitant pour nous. Excitant, éclectique. Est-ce qu'elles sont écoutées même dans les écoles ou est-ce qu'il va falloir qu'on fasse une pétition pour ça? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Pas mal de professeurs de collèges et de lycées s'en servent comme des outils pédagogiques et ils ont bien raison. Moi, j'encourage à les faire parce qu'en plus, c'est gratos. Hein. C'est le service public, donc on peut s'en servir. Allez-y, prenez-nous. On est très encourageants. Prenez tout. C'est à vous, c'est à nous. C'est le service public. Voilà, ça appartient à la nation. Donc, prenez-les, servez-vous-en et j'espère que ce sera de plus en plus le cas. Il faut le souhaiter en tout cas. Comment vous travaillez, on l'a dit tout à l'heure, Philippe Collin, avec une équipe de 10 personnes, etc. Mais quand il y a toute cette masse qui arrive, est-ce que vous êtes un peu genre dictatorial, bon j'écoute tout seul, je décide, etc. Ou est-ce que c'est effectivement tout un travail d'équipe parce qu'il y a derrière votre volonté de faire de l'histoire, hein, comme vous dites à propos de la série, il y a plus que cela. Il y a vos choix de série ne sont jamais anodins, vos choix de sujets non plus. C'est vous aussi une sorte de combat pour la République et pour l'histoire dans ce qu'elle a de plus grandiose. Alors, je suis très sensible à votre question, Sandrine, parce que c'est tellement vrai dans cette équipe-là. C'est-à-dire que nous sommes habités par une ambition qui est civique, qui est celle du collectif. Donc, je ne suis pas un dictateur du tout. Je partage beaucoup le travail, mais y compris les retours de mon équipe. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment collectif. Moi, je suis le maître d'œuvre, je donne des directions, mais mes équipes, elles sont extrêmement précieuses et elles sont animées par l'esprit de la chose publique. Voilà, et je crois qu'au fond, toutes nos séries disent ça. Toutes nos séries essayent de mettre en avant 3 choses.
la beauté de la République, je crois, la dignité humaine, voilà, et puis peut-être aussi le combat qu'il faut mener pour défendre cet héritage qui est toujours fragile et qui est de plus en plus menacé. De plus en plus menacé, de plus en plus fragile, et effectivement, on a de plus en plus plutôt de mal à comprendre où va notre pays au niveau politique, entre les deux extrêmes, et je ne vais pas dire ce ventre mou, un peu milieu, mais effectivement, je ne sais pas qui, et c'est terrible de se dire ça, qui seraient les grands hommes aujourd'hui qui défendraient un capitaine Dreyfus? J'ai pas la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui défendent Dreyfus au départ, personne ne les connaît. Les premiers résistants en 1940, personne ne les connaît. Ouais. Et ils surgissent, ensuite deviennent des stars. Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Lucie Dreyfus, personne ne les connaît, Sandrine. Mais l'histoire, parfois, révèle des caractères, révèle des gens. Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, personne ne les connaît. Mais tout d'un coup, elles surgissent. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qu'on ne connaît pas, vous et moi, et qui auront la force, et peut-être nous aussi, Sandrine, il faut le souhaiter, auront la force de la réaction, pas de la réaction, auront la force d'agir dans le sens qui est le nôtre, encore une fois, les valeurs de la Révolution française, en gros, enfin de la République, voilà. Votre nouvelle série est sortie il y a 3 ou 4 jours. On le dit à nos auditeurs, on a enregistré cette émission quelques jours avant. Mais voilà, donc c'est sorti. Parlez-nous de... Comment elle s'appelle? Les Déportés. Les Déportés. Qui est une sorte de miroir aux résistantes qu'on avait consacré il y a 2 ans maintenant, 5 résistantes françaises. Et là, on raconte le parcours, le destin de 3 déportés, avec 3 profils très différents, mais qui finalement résume ce que c'est que ce groupe social un peu complexe des déportés. Il y a une déportée résistante communiste, un déporté Edmond Michelet, futur ministre de Gaulle, donc catholique et gaulliste, et une déportée dite raciale aux yeux des nazis, c'est-à-dire une déportée juive, Denise Kahn, qui a été déportée enfant en mars 1944 à Auschwitz. Et donc avec ces 3 destins, on raconte encore une fois ce qu'est finalement le combat pour la République, mais surtout là on s'est attardé, Sandrine, à consacrer quasiment les 2 tiers de la série à l'après. Au retour des déportés, et comment est-ce qu'on se réinsère dans la société, et comment est-ce qu'on écoute le témoignage des déportés, des résistants, des déportés juifs évidemment, pour ceux qui sont les peu qui sont rentrés. Et donc c'est aussi une série sur l'après-guerre. C'est vraiment une série consacrée aux années 50, 60, 70. Et on se rapproche effectivement là, en cette année 2025, de nombreuses commémorations. Et quand vous parlez de retour, ça va être aussi, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça la commémoration, mais le retour effectivement des déportés au Lutetia, etc. Exactement. Cette période-là. C'est l'idée, absolument. C'est donc en podcast sur France Inter. France Inter, c'est les France Culture. C'est l'application Radio France. C'est l'application Radio France. Voilà. Je sais parce que voilà, quand je clique, après on choisit. Bon, enfin, vous tapez Philippe Collin, hop, ça sort tout de suite. Clairement. Merci. Pas le choix. Vous avez déjà l'idée pour celle d'après ou pas encore? Et il y a les livres aussi qui vont sortir. Oui, il y a les résistantes que j'évoquais est disponible en librairie à partir de mercredi, après-demain, puisque nous sommes le 31 mars. Exactement. Bravo, voilà, bien joué. Donc ce sera le 2 avril. Donc on a adapté le podcast en livre avec une iconographie très riche, parce que les familles nous ont confié des fonds iconographiques inédits, donc c'est extrêmement beau à feuilleter. Voilà. Et Dreyfus aura un livre aussi? Sans doute. Bon, s'il y a le livre Dreyfus, vous reviendrez, vous avec êtes grand obligé. plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Philippe Collin. On écoute évidemment Alfred Dreyfus, le combat de la République. Dans quelques instants, vous retrouverez le journal présenté par Elsa Pariente et Laurence Goldman. Bonne journée. Vous savez, d'abord l'affaire Dreyfus s'est déroulée entre ma 10e et ma 15e année. J'étais donc un enfant et j'ai parlé quelque part de mon voisin d'études qui attrapait des mouches et qui jouait à dégrader Dreyfus. Il arrachait une patte et puis il arrachait une aile. C'était la dégradation de Dreyfus. Ah, les hommes ne sont pas bons, vous savez. Dès l'enfance, on voit qu'ils ne sont pas bons.